History Secrets. Pour comprendre ce qui peut se produire dans les prochaines années, certains analystes commencent par observer un schéma récurrent dans l'histoire. Le cycle d'ascension, de déclin et d'effondrement des sociétés. Ces trois étapes apparaissent à plusieurs reprises dans l'histoire humaine. Des empires émergent, grandissent rapidement, se stabilisent pendant un certain temps, et finissent par entrer en déclin. Mais il est important de comprendre que le déclin ne signifie pas nécessairement que tout se détériore immédiatement. Le déclin signifie souvent simplement que le progrès ralentit. Les choses cessent de s'améliorer et commencent à stagner. L'effondrement en revanche est différent. Il survient lorsqu'une société perd rapidement sa stabilité. Les institutions cessent de fonctionner. Les conflits s'intensifient et l'ordre social commence à se désintégrer. Chacune de ces phases possède des caractéristiques spécifiques. Pendant la phase d'ascension, les sociétés ont tendance à être ouvertes. L'ouverture signifie quelque chose de sain. L'opportunité. Les personnes pauvres peuvent s'enrichir. Le talent est valorisé. L'innovation est encouragée. Les critiques sont vues comme utiles. Dans les sociétés en ascension, le débat public est encouragé. Les nouvelles idées sont discutées. Les erreurs sont corrigées rapidement. Cette énergie collective stimule la croissance économique et culturelle. Curieusement, ce phénomène ne dépend pas nécessairement du système politique. Différents régimes peuvent traverser des phases d'ouverture lorsqu'ils sont en ascension. Au milieu du XXe siècle, par exemple, les États-Unis comme la Chine ont connu des périodes de grande mobilisation sociale. Tous deux cherchaient à construire des sociétés fortes et innovantes. Mais avec le temps, des changements commencent à apparaître. Lorsque les sociétés entrent dans la phase de déclin, les structures bureaucratiques ont tendance à se développer. La bureaucratie apparaît lorsque les institutions tentent de préserver la stabilité. Les fonctionnaires commencent à créer des règles de plus en plus détaillées. Les processus administratifs deviennent plus complexes. Les organisations commencent à se préoccuper davantage de maintenir le système existant que d'innover. À ce stade, la priorité cesse d'être le progrès. La priorité devient la stabilité. Maintenir tout exactement tel quel. Mais lorsque le déclin s'approfondit, autre chose se produit. La société peut entrer dans une phase autoritaire. À ce stade, le pouvoir ne dépend plus du consentement, mais de la force. Pour illustrer cette différence, imaginez trois façons de prendre une décision simple. Choisir ou déjeuner. Dans la phase d'ascension, tout le monde discute, débat des options, et décide ensemble par consensus ou par vote. Dans la phase de déclin, le processus change. La décision semble encore volontaire, mais quelqu'un manipule l'information pour influencer le résultat, peut-être en promettant des avantages inexistants. Dans la phase d'effondrement, il n'y a plus de négociation. Quelqu'un impose simplement la décision, et ceux qui désobéissent sont punis. Ce modèle peut être résumé en trois mots. Consentement, tromperie, coercition. Un autre aspect important concerne les relations sociales. Pendant l'ascension, les gens ont le sentiment de faire partie d'un projet collectif. Il y a de l'empathie, de la coopération, de la confiance. Dans la phase de déclin, l'objectif change. La priorité devient le maintien du statu quo. Éviter les changements susceptibles de menacer le système. Dans l'effondrement, l'instinct dominant devient la survie. Les individus et les groupes agissent pour se protéger, même si cela implique un conflit direct avec les autres. Un autre détail intéressant concerne le rythme de ces transformations. L'ascension est généralement rapide, le déclin est généralement lent. Mais l'effondrement peut survenir de manière soudaine. Beaucoup de personnes pensent qu'une société en déclin continuera d'exister indéfiniment. Mais l'histoire montre autre chose. Les effondrements se produisent souvent lorsque plusieurs crises surviennent en même temps.
guerre, crise économique, catastrophe environnementale, pandémie. Individuellement, ces crises peuvent être gérées. Mais lorsqu'elles se produisent simultanément, le système peut être submergé. Ce phénomène est souvent appelé tempête parfaite. Les sociétés se préparent généralement à des problèmes spécifiques. Un plan pour la guerre, un autre pour les épidémies, un autre pour les crises économiques. Mais elles sont rarement préparées à affronter tous ces problèmes en même temps. Lorsque cela se produit, les institutions peuvent échouer rapidement. Il existe encore un autre facteur important. La capacité de critique interne. Pendant la phase d'ascension, les personnes qui critiquent le système sont valorisées. Elles aident à corriger les erreurs. Mais dans les phases plus avancées de déclin, les critiques peuvent être perçues comme des menaces. Ceux qui signalent les problèmes sont traités comme des ennemis. Cela crée un paradoxe. Plus un système a besoin de critiques pour s'adapter, moins il les tolère. En conséquence, les sociétés peuvent perdre la capacité de se préparer aux menaces futures. Les problèmes s'accumulent. Et lorsque les crises apparaissent, il est déjà trop tard pour réagir. Sur la base de ce modèle historique, certains analystes tentent de faire des prévisions sur l'avenir, en particulier pour le monde occidental. L'une des prévisions les plus discutées concerne l'affaiblissement des libertés démocratiques. À mesure que les systèmes entrent dans des phases de déclin, les gouvernements peuvent adopter des mesures plus autoritaires. Une autre prévision concerne les difficultés économiques. Lorsque les citoyens perdent confiance dans le système, la motivation à travailler et à investir peut diminuer. Cela réduit la croissance économique. Un autre phénomène possible est l'augmentation des flux migratoires. Les gouvernements peuvent recourir à l'immigration pour compenser le manque de main-d'œuvre. Mais des changements démographiques rapides peuvent également générer des tensions sociales. Surtout lorsque les populations locales ont le sentiment que leur identité culturelle est menacée. Ces tensions peuvent évoluer vers des conflits internes, protestations, violences politiques, divisions idéologiques profondes. Enfin, certains analystes pensent que les gouvernements peuvent recourir à des conflits externes pour gérer des crises internes. Les guerres peuvent servir à mobiliser la population ou à rediriger les tensions sociales. Cela ne signifie pas nécessairement que ces prévisions se réaliseront. Elles représentent seulement des hypothèses basées sur des schémas historiques. Les modèles analytiques sont des outils. Ils aident à interpréter les tendances. Mais l'avenir n'est jamais totalement prévisible. Si ces prévisions se confirment dans les 5 ou 10 prochaines années, le modèle gagnera en crédibilité. Sinon, il devra être révisé. C'est le véritable objectif de toute théorie historique. Ne pas imposer des certitudes, mais offrir des structures qui nous aident à comprendre comment le pouvoir et les sociétés évoluent dans le temps. Si nous acceptons ce modèle d'ascension, de déclin et d'effondrement, alors une question centrale apparaît. Que signifie-t-il pour le monde actuel? Et surtout pour les 5 à 10 prochaines années? Selon cette interprétation, de nombreuses sociétés occidentales pourraient entrer dans une phase avancée de déclin. Cela ne signifie pas nécessairement que tout s'effondre immédiatement, mais indique que certains signaux structurels commencent à apparaître. Le premier signal concerne la liberté politique. Dans les sociétés jeunes et en ascension, la liberté d'expression est généralement large. Le débat public est encouragé. Les critiques aident à améliorer le système. Mais à mesure que les institutions vieillissent et deviennent plus rigides, l'espace pour la critique peut se réduire. Les gouvernements commencent à voir les opposants comme des menaces. Des mesures de contrôle politique commencent à s'étendre. Cela peut conduire à un affaiblissement progressif de la démocratie. Loi d'urgence. Utilisation accrue des forces de sécurité. Restriction de certains types de discours. Selon cette analyse, ce phénomène peut déjà être observé dans plusieurs parties du monde. Pas seulement dans des régimes autoritaires traditionnels, mais aussi dans des démocraties établies.
La deuxième prévision concerne l'économie. Lorsque la confiance sociale diminue, la motivation collective diminue également. Les individus commencent à sentir que le système ne fonctionne plus pour eux. Si les citoyens pensent que leurs efforts ne seront pas récompensés équitablement, la productivité peut chuter. Les investissements diminuent. L'innovation ralentit. Cela peut générer des périodes de stagnation économique, ou même des crises plus profondes. La troisième conséquence possible concerne l'immigration. Les gouvernements peuvent tenter de compenser le déclin démographique ou le manque de main-d'œuvre en attirant des travailleurs étrangers. Du point de vue économique, cela peut sembler être une solution pratique. Mais des changements démographiques rapides peuvent aussi générer des tensions culturelles et politiques. Les populations locales peuvent avoir le sentiment que leur identité est remplacée. Et des conflits sociaux peuvent émerger de cette perception. Cela nous mène à la quatrième prévision. Les conflits internes. Lorsque les inégalités, les tensions culturelles et la polarisation politique se combinent, les sociétés peuvent faire face à des épisodes de violence civile. Ces conflits ne prennent pas toujours la forme de guerres ouvertes. Ils peuvent apparaître sous forme de manifestations violentes, de conflits entre groupes idéologiques, ou d'épisodes isolés de violences politiques. Mais même des conflits fragmentés peuvent éroder la stabilité sociale, surtout lorsque les institutions perdent leur légitimité. La cinquième prévision concerne les conflits externes. Historiquement, des gouvernements en crise interne recourent parfois à des guerres extérieures. Les guerres peuvent mobiliser le patriotisme, rediriger les frustrations internes, et renforcer temporairement les gouvernements. Pendant les guerres, les populations acceptent souvent des restrictions qu'elles rejetteraient en temps normal. Contrôle économique, loi d'urgence, extension du pouvoir exécutif. Pour cette raison, certains analystes pensent que les conflits internationaux pourraient devenir plus fréquents en période d'instabilité interne. Il est important de rappeler que ces prévisions ne décrivent pas une séquence fixe. Ces phénomènes peuvent se produire simultanément, ou dans un ordre différent. La liberté politique peut diminuer en même temps que des crises économiques apparaissent. L'immigration peut augmenter tandis que les tensions sociales s'intensifient. Des conflits externes peuvent émerger au milieu de crises internes. Ce type de combinaison crée des environnements hautement instables. Des environnements dans lesquels les décisions politiques deviennent de plus en plus difficiles. Cependant, ce modèle ne prétend pas être une prophétie inévitable. Il s'agit simplement d'un outil analytique, une manière d'interpréter des schémas historiques. Si les prochaines décennies suivent ce schéma, le modèle aura démontré une certaine utilité. Si les événements prennent une autre direction, il devra être révisé. C'est la nature de toute théorie sur l'histoire. Elle tente d'identifier des modèles, mais doit toujours rester ouverte à la révision. Parce que l'avenir suit rarement exactement le scénario que nous imaginons. Des changements technologiques inattendus peuvent modifier les trajectoires historiques. De nouveaux leaders peuvent transformer les systèmes politiques. Les crises peuvent générer des réformes profondes. L'histoire humaine est pleine de surprises. Des empires considérés comme invincibles ont disparu. Des sociétés jugées fragiles sont devenues des puissances. C'est pourquoi comprendre les mécanismes d'ascension et de déclin ne signifie pas accepter le fatalisme. Cela signifie simplement essayer de mieux comprendre les forces qui façonnent le monde. Si nous parvenons à comprendre ces forces, peut-être pourrons-nous agir de manière plus consciente. Peut-être pourrons-nous éviter certaines erreurs du passé, et peut-être pourrons-nous construire des systèmes plus équilibrés à l'avenir. Car au final, les théories sur le pouvoir et l'histoire ne sont pas seulement des exercices intellectuels. Elles sont des tentatives de répondre à une question essentielle. Comment les sociétés humaines peuvent-elles survivre et prospérer au fil du temps? Et cela reste l'une des questions les plus importantes de notre époque. De nombreuses civilisations ont prospéré avant la nôtre. Certaines ont dominé de vastes territoires. D'autres ont disparu presque sans laisser de traces.
Ce qu'il reste, ce sont des indices dispersés dans le temps. Monuments silencieux. Manuscrits fragmentés. Histoires transmises à travers les générations. Chaque découverte nous rapproche un peu plus de la vérité. Mais l'histoire garde encore de nombreux secrets. Vous regardez History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.